Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Qui es-tu ? Vous avez décidé dans l'espace commentaire du dernier épisode dédié au roi Narmer d'évoquer le roi Sesostris III. Nous allons donc d'abord nous intéresser aux différents changements qu'il a pu apporter à l'état égyptien. Nous verrons ensuite en quoi Sesostris III était un pharaon conquérant, et nous découvrirons ses différentes constructions à Dachour et à Abydos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti pour ce nouvel épisode Qui es-tu portant sur le roi Sesostris III. L'histoire de Sesostris III commence lors de la période du Moyen Empire, en moins 2045 avant l'ère commune. Une période qui débute après un grand passage de troubles et d'instabilité politique appelée première période intermédiaire. Le Moyen Empire, appelé aussi l'âge d'or de l'Égypte ancienne, commence lors de la fin de la 11e dynastie par la réunification de l'Égypte et par la réinstallation du pouvoir royal grâce au roi Mentuhotep II. Va suivre ensuite la fondation de la 12e dynastie par le roi Amenemhat Ier, qui sera suivi par les Sesostris I et II, ainsi que Amenemhat II. Et c'est quelques années plus tard, vers moins 1856 avant l'ère commune, qu'un certain Sesostris III prend le pouvoir. Cinquième roi de la 12e dynastie, il va régner environ 19 ans, lors des années moins 1856 à moins 1838. Son père est son prédécesseur Sesostris II, et sa mère est Kenemetnefer Edjet Weret, dite l'ancienne, la fille de Amenemhat II, un autre prédécesseur. Sesostris III aura plusieurs épouses lors de sa vie, dont principalement Kenemetnefer Edjet Kered, dite la jeune. Avec une autre épouse, dont le nom est inconnu, il aura comme enfant Amenemhat III, le successeur de son père et sixième roi de la 12e dynastie. Pourtant très peu connu du grand public, Sesostris III fait partie des plus grandes figures du Moyen Empire. Mais qu'a-t-il réalisé lors de son passage en Égypte ? Sesostris III va commencer par améliorer et poursuivre l'organisation interne installée par ses prédécesseurs et principalement par son père, Sesostris II. Il va d'abord modifier la politique intérieure en essayant de diminuer le pouvoir des nomarques qui étaient des fonctionnaires et des gouverneurs locaux de chaque nome du territoire. Ceux-ci commençaient à prendre beaucoup trop de pouvoir, surtout lors des périodes de troubles, et menaçaient donc le pouvoir central. Et c'est au fur et à mesure du temps que ces nomarques vont être remplacés par une nouvelle classe d'administrateurs et de fonctionnaires qui se rapproche beaucoup de la classe moyenne d'aujourd'hui. Il va ensuite découper le territoire en 3 régions, le nord, le sud et la tête du sud qui représente la Basse-Nubie ainsi qu'Éléphantine. 3 ministres vont être mis à la tête de ces régions qui eux-mêmes vont être sous le contrôle du vizir et donc du pharaon. Sesostris III va créer des ministères où une administration bien plus poussée et codifiée va naître. Une grande hiérarchie va se mettre en place avec des conseillers, des intendants, des chefs et des sous-chefs. De nouveaux postes vont également voir le jour, comme le poste d'officier par exemple, mais surtout le poste de trésorier ou le directeur des biens scellés. Il va également poursuivre le développement agricole de la région du Fayoum, entrepris auparavant par son père Sesostris II. Sesostris III va porter la 12e dynastie à son apogée en étendant l'influence de l'Égypte sur la mer Rouge, la Nubie, la Palestine, la Crète ou encore la Syrie. L'événement le plus marquant de son règne est sa domination sur la Nubie, un pays où le royaume de Kouch et de Kerma sont en pleine période prospère. Ce royaume est situé au sud de la Haute-Égypte et correspond à la Basse-Nubie. Il est idéalement situé dans un croisement commercial où de nombreux échanges sont effectués entre la basse vallée du Nil et l'Afrique méridionale. Il y a également de nombreuses matières premières très intéressantes pour les Égyptiens, comme l'or ou encore le bois d'ébène. Autant dire que la Nubie, ou en tout cas la Basse-Nubie, était un endroit très stratégique et important à l'époque et qu'il fallait dominer. Nous savons que Sesostris III a réalisé 4 campagnes de guerre contre les Nubiens lors des années de règne 8, 10, 16 et 19. Évidemment, il ne sera pas le premier à aller s'installer sur ce territoire, car plusieurs rois de la 12e dynastie iront essayer à plusieurs reprises de s'installer en Nubie. Finalement, Sesostris III va seulement reprendre et garder l'avance et la domination de ses prédécesseurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va être le premier à avoir l'idée de créer une sorte de barrière et de frontière entre les territoires de l'Égypte, de la Basse-Nubie annexée et de la Haute-Nubie. Il va donc créer tout un réseau de forteresses, 7 pour être exact, sur les bords du Nil entre la première et la deuxième cataracte dans le but de contrôler tous les passages et mouvements de la population, que ce soit sur le Nil ou sur la terre.
à l'intérieur de ces forteresses, un important nombre de soldats sont utilisés. D'ailleurs, nous savons grâce à différentes fouilles réalisées dans les forteresses, principalement celles de Mirgissa et de Semna, que certains guerriers égyptiens vivaient avec leurs familles à l'intérieur de ces forteresses. D'ailleurs, petite parenthèse, toutes les forteresses construites lors de cette période se trouvent actuellement sous les eaux du lac Nasser, dû à la construction du barrage d'Assouan en 1970. Sésostris III domina donc 4 fois les Nubiens et érigea plusieurs stèles pour matérialiser l'avancée des troupes égyptiennes. C'est grâce à ces différentes stèles que l'on connaît les étapes des différentes campagnes de ce roi en Nubie. Parmi elles, plusieurs stèles ont été retrouvées près de Semna, retraçant les victoires et les discours de Sésostris III de l'an 8 et de l'an 16 de son règne. Voici un passage de la stèle de Semna, daté de l'an 16 du règne de Sésostris III. J'ai établi ma frontière quand je me rendis au sud de celle de mes pères. J'ai accru ce qui me fut légué. Je suis un roi avide de conquête et empressé vers le succès, quelqu'un dans le cœur de qui une parole ne dort pas, qui prend en considération ceux qui réclament, qui s'appuie sur la douceur, mais qui n'est pas clément envers l'ennemi qui l'attaque. Je suis un roi qui attaque quand on l'attaque et qui est silencieux quand on est silencieux. Sésostris III va également engager une campagne militaire en Palestine et au Liban dans le but d'étendre sa domination et de maîtriser les relations commerciales et culturelles. Ce qui est important de noter, c'est que dans la ville de Byblos, les égyptologues ont retrouvé de nombreuses tombes royales de princes de Byblos, mais qui étaient enterrés de façon égyptienne avec du mobilier typique égyptien. Cela montre bien l'influence culturelle et les coutumes funéraires qu'a apporté le roi Sésostris III. Plus tard, il va également envoyer une expédition en direction de la mer Rouge, du pays de Punt et du Sinaï pour pouvoir extraire des matières premières comme la turquoise et le lapis lazuli par exemple. C'est grâce aux nombreuses expéditions, ainsi qu'à ces différentes relations commerciales et culturelles, qui elles-mêmes sont traduites par des stèles érigées par Sésostris III, que l'on s'aperçoit de l'influence qu'a apporté ce roi à travers ces différentes contrées, en laissant une image élogieuse de lui-même et de l'Égypte. Sésostris III a laissé son empreinte dans la politique architecturale tout au long de son règne. Il construisit de nombreux édifices religieux dédiés à plusieurs dieux égyptiens, comme le temple de Montou à Thèbes ou encore celui d'Osiris à Abydos. Mais il a surtout construit 2 grands complexes funéraires religieux. Le premier complexe se trouve à Dachour, non loin de Saqqara. Il y construit une grande pyramide au nord-est de la pyramide rouge de Snéfrou, façonnée lors de la 4e dynastie. Autour de cette pyramide de plus de 60 mètres, il fait bâtir également 7 autres petites pyramides. Découvert en 1839 par John Perring et fouillé ensuite par d'autres égyptologues dont Jacques de Morgan, on retrouva dans ces lieux de nombreux objets qui ont été appelés les trésors de Dachour, comme des très beaux bijoux et de magnifiques colliers destinés probablement à la mère ou aux épouses du roi. Longtemps considéré comme le tombeau de Sésostris III, ce serait finalement dans le 2e complexe religieux d'Abydos que le roi se serait fait enterrer. Effectivement, Sésostris III, intéressé par l'importance au Moyen Empire que prend Osiris, le dieu de l'au-delà et du passage dans une nouvelle vie, il aurait fait construire un hypogée secret, c'est-à-dire une tombe souterraine accompagnée d'un temple dédié à son culte et au dieu Osiris. Il aurait donc construit sa tombe au pied de la montagne d'Abydos, qui est en forme de pyramide dédiée au roi Anubis. Autre point important, c'est que nous avons retrouvé une grande quantité de statues de Sésostris III avec un visage très changeant, parfois assez jeune et parfois plus mature et âgé, ce qui est totalement différent des habitudes des autres rois en Égypte où ils érigeaient des statues avec un visage montrant aucun âge. Selon les différents spécialistes, le roi aurait fait faire des statues de lui où il apparaît plus sévère, agressif pour impressionner ses différents ennemis, et à l'inverse, des statues avec un visage où il paraît aimable, à l'écoute et cette fois-ci destiné à son peuple. Sésostris III a donc laissé un passage très positif en Égypte. Son règne marque une rupture dans l'histoire du pays, où il a réformé l'État égyptien grâce à une administration bien plus structurée. Il a également laissé un royaume prospère et fortifié à son fils et successeur Amenemhat III, avec de nombreuses relations diplomatiques et commerciales avec les pays voisins. C'est terminé pour cette nouvelle vidéo portant sur Sésostris III, j'espère qu'elle vous a permis d'apprendre de nouvelles choses et qu'elle vous a donné envie de vous intéresser un peu plus à ce roi bien moins connu. Comme d'habitude, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à la liker, cela permet de soutenir la chaîne et de mieux la référencer. N'hésite pas non plus à venir nous rejoindre sur Twitter et Instagram pour plein de découvertes, d'informations croustillantes et de quiz sur l'Égypte ancienne. Ah oui, et puis pour le prochain épisode de la série, n'hésite pas à me proposer un nouveau personnage dans l'espace des commentaires.
C'était Tout en Égypte, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut salut.